Alors d'un point de vue pratique, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Par contre, normalement, vous posez des questions dans le micro parce qu'on est diffusé et enregistré. Et si jamais vous avez posé une question et que le micro n'était pas encore là, merci à la salle de me rappeler de répéter la question avant d'y répondre pour que ce soit compréhensible, même pour les gens qui ne sont pas dans la salle. Oui, donc cet exposé, le but est un peu d'introduire un certain nombre de choses, de vocabulaire, de notions, etc. Le but de ces journées n'était pas de s'adresser que à des gens qui sont déjà au taquet sur les questions d'accès ouvert, de publication, mais à un public assez large. Et puis, disons que j'ai mis un certain temps à comprendre certaines choses, donc j'imagine que ce ne sera pas inutile. Il y aura peut-être des petits recouvrements avec d'autres exposés de la journée, mais ce n'est pas gênant, le but étant plutôt d'être introductif. Bon, alors, il y a un certain nombre donc il y aura une partie un peu publicitaire aussi à la fin si j'ai le temps, mais je couperai si jamais le temps est un peu... D'abord, je vais parler de vocabulaire et de la variété du vocabulaire. Alors bon, ce mot-là, c'est surtout parce que je suis géomètre et quand on est géomètre, on a un principe, tous nos exposés commencent par soit MG, une variété riemannienne. Donc là, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche. Donc principalement, j'ai envie de discuter un petit peu du vocabulaire. Donc les versions d'un article, ça va être nécessaire pour comprendre les Copyright Transfer Agreements qu'on signe trop souvent avec les éditeurs, ce que je fais aussi. Les modes de publication, donc ça va concerner la façon dont un article est mis à disposition d'un public. Les voies de l'accès ouvert, ça fait avant tout référence à ce qu'on appelle la voie verte et la voie dorée. J'insisterai beaucoup sur la notion de voie dorée qui a plusieurs définitions concurrentes. Donc, voilà. Et les modèles économiques, et je tenais à distinguer le fait que un mode de publication et un modèle économique, c'est pas la même chose. Et il y a des compatibilités ou des incompatibilités entre les deux, mais les questions ne sont pas complètement liées. Et tout a plusieurs sens. Le vocabulaire, chacun a le sien. Les éditeurs commerciaux ont développé leur vocabulaire. Les évangélistes de l'open access ont développé leur vocabulaire et donc c'est le bazar. Et je prétends pas mettre de l'ordre là-dedans, mais je vais faire un certain nombre de choix dans le vocabulaire et donc il y a un certain nombre de définitions qui seront des définitions qui ne prétendent pas à l'universalité, mais au moins qui permettront d'être utilisées dans la suite de l'exposé et de parler de façon cohérente, au moins pendant les 3 quarts d'heure. Alors, première chose sur les versions d'un article. Donc quand on a un article dans le processus, il y a plein d'étapes. Donc là, je m'intéresse à partir du moment où l'article est considéré comme fini par le chercheur ou la chercheuse et entre le moment où il est publié et en mettant sous silence le fait qu'il peut être soumis plusieurs fois. Donc dans les accords, dans les contrats qu'on signe avec les maisons d'édition, il y a en gros 3 grands types de stade. Il y a ce qu'on appellerait la prépublication en français, préprint en anglais, qui est le stade de ce qui est vraiment produit par l'auteur seul, ou les auteurs ou les autrices. Il y a la version post-print, alors que j'ai envie d'appeler article-auteur, c'est-à-dire après un round ou plusieurs rounds de référi, la version éventuellement acceptée. Mais en tout cas, il y a eu des révisions qui ont été faites par les auteurs après recommandation par des relecteurs ou des relectrices. Et c'est une distinction que je n'aurais pas faite spontanément, mais qui est nécessaire de faire puisqu'elle apparaît dans les contrats qu'on signe parfois avec les maisons d'édition. Et puis l'article publié, c'est la version publiée par le journal. Et en général, la différence avec la version précédente, c'est une mise en page. C'est-à-dire que c'est passé par le système de production de la maison d'édition et ça a été mis en page au format de la revue. Éventuellement, la version post-print peut utiliser le modèle de la revue, mais il n'y a pas eu de travail interne à la maison d'édition à ce stade-là. Alors, deuxième point de vocabulaire sur les modes de publication électronique. On peut en distinguer 2. Alors, je ne m'intéresse pas à la publication papier, même s'il y aurait des choses à dire, mais en gros, on comprend bien que si on reçoit chez soi un volume papier, on va payer pour. Ça, c'est assez clair et personne ne l'a jamais contesté. Donc, je m'intéresse là uniquement à la version électronique, qu'il y ait ou pas par ailleurs une version papier. Et tout existe. Hein. Il peut y avoir ou pas de version papier, il peut y avoir une version papier payante, même quand on a de l'open access en électronique, enfin, tout est possible. Et donc les 2 grands modes, ce serait derrière une barrière, en anglais un paywall. Et donc l'idée, c'est que les gens qui ne payent pas, il faut les empêcher de lire. Bon. Enfin, en tout cas, c'est la définition. Hein. On empêche de lire les gens qui ne sont pas des clients de la maison d'édition. Et il y a la version en accès ouvert. Alors je prends l'acronyme en anglais, OA, et où toute personne peut lire.
On reviendra plus tard sur ce qu'on appelle accès ouvert, parce qu'il y a une énorme variété de situations. Il y en a certaines que je qualifierais d'accès ouvert et d'autres pas. Et donc ça va faire un point assez important dans ma présentation. Mais en fait, c'est plus compliqué, évidemment, puisqu'on a aussi la modalité où on a un accès libre à la publication après un certain délai. Ce qu'on appelle parfois moving wall ou une fenêtre glissante. C'est-à-dire que le diffuseur, la maison d'édition, empêche de lire les personnes qui ne sont pas que des clients pendant une certaine durée. Par exemple, pendant 6 mois, pendant 12 mois, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Voilà, un exemple, c'est un certain nombre de revues de mathématiques chez Elsevier suite au pledge Cost of Knowledge. Elsevier a ouvert après 4 ans un certain nombre d'articles auxquels on peut accéder même si on n'est pas abonné. Et puis, il y a un modèle freemium où il y a des versions qui sont accessibles à tous, par exemple la version HTML de l'article, et puis la version PDF téléchargeable, elle, doit être payée. Et puis, il y a énormément d'autres situations, donc je ne vais pas toutes décrire. Alors, on pense beaucoup à la dichotomie entre abonnement et accès ouvert, mais là, le but, c'était surtout de souligner qu'il y a quand même une variété de choses, il y a des situations intermédiaires, et du coup, il y a aussi un grand flou dans ce qu'on va appeler accès ouvert, et tout le monde ne va pas appeler accès ouvert la même chose. Donc, je vais faire des choix dans ce que j'appellerais accès ouvert. Je ne prétends pas que ce sont les choix de tous, mais je vais les expliciter. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais appeler accès ouvert ? Donc ça va être à l'échelle de l'article qu'on va discuter l'accès ouvert, et ce sera important de le discuter à l'échelle de l'article et pas seulement à l'échelle du journal. On va voir qu'il y a des journaux hybrides, donc c'est une question qui va se poser. Alors un article, on va dire qu'il est en accès ouvert, enfin je vais dire qu'il va en accès ouvert s'il y a une version fiable qui est disponible en ligne. Je rediscuterai un petit peu ce qu'est une version fiable, une version pas fiable. En général, il faudrait qu'elle soit sous une certaine licence, ce qui n'est pas toujours le cas, disons explicite, mais surtout, elle doit permettre les usages habituels. C'est très flou, je discuterai un petit peu ce que j'entends par là, et on peut mettre plus de choses que ce que moi j'ai envie d'y mettre, ou beaucoup moins. Il faut que ce soit de façon pérenne, l'accès doit être pérenne, il ne doit pas avoir de limite de temps. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose que j'entends par les deux, c'est-à-dire que pérenne, c'est plutôt dans le futur que je me pose la question. Sans limite de temps, c'est plutôt la question de la fenêtre, c'est-à-dire c'est au moment de la publication, c'est la question des délais après la publication. Et il ne doit y avoir aucune barrière ni filtre, donc ça c'est une façon de qualifier un peu plus précisément ce que j'appelle disponible en ligne. Il faut que ce soit disponible sans barrière, sans... Alors, donc plutôt que de donner des exemples, je vais plutôt essayer de définir ce que je voulais dire par des contre-exemples. Donc une version fiable, j'y inclus la version post-print, la version après référie, mais je n'inclus pas la version pré-print. C'est-à-dire que je considère que l'accès uniquement à la version pré-print, mais pas à la version après relecture par des référies, quand la deuxième version existe, n'est pas une version fiable. Et c'est important parce que certaines maisons d'édition, dont malheureusement Oxford University Press, a un contrat qu'elle demande à ses auteurs de signer. En tout cas, la dernière fois que j'ai publié chez eux, c'était le cas. D'ailleurs, je ne respecte pas ce contrat, mais bon. Qui dit qu'on a le droit de mettre sur Archive, sur son site web, etc., la version pré-print, mais pas la version post-print. Ce qui est problématique parce que ça veut dire que si j'ai fait une erreur ou une coquille ou s'il y a une formulation pas claire dans mon article ou tout ce qui arrive dans un article et que ça a été corrigé, je laisse de façon publiquement disponible une version éventuellement erronée, éventuellement imprécise, éventuellement plus difficile à lire. De façon publique, le minimum, ce serait d'empêcher cette version d'être disponible. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de version erronée plutôt qu'une version erronée. Donc ça, c'est vraiment un peu la pire politique que je puisse... Et donc j'ai spécialement envie d'exclure ça de l'accès ouvert. Voilà, donc que ce soit la version... J'inclus la situation où ce n'est pas l'article mis en forme par la maison d'édition qui est disponible, mais il faut vraiment que les commentaires des référés aient été pris en compte. Autrement dit, c'est une sorte de fiabilité scientifique et pas, disons, typographique. J'ai beaucoup de respect pour la typographie que j'inclus. Alors dans les usages habituels, je suis assez restrictif par rapport à un certain nombre de collègues. Je veux surtout inclure la possibilité de lire et la possibilité de télécharger. En vrai, pour parler d'open access de façon un tout petit peu cohérente, il faudrait au moins que j'ajoute la possibilité de rediffuser. C'est la possibilité de mettre sur sa page web les articles de collègues qu'on aime bien, etc. Ça, je pourrais l'ajouter, c'est pas assez central pour que je l'ai mis dans le transparent, mais on peut le vouloir. Ce que je veux spécialement exclure, c'est des choses comme ReadCube. J'imagine que la plupart d'entre vous n'en ont pas entendu parler.
Mais comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, j'ai pas mal travaillé avec des comités de rédaction en interaction avec des gens comme Springer. Donc ReadCube, c'est un truc Springer. L'idée, c'est que quand on est auteur d'un article, on reçoit un code un peu bizarre, une sorte de lien, qu'on a le droit de partager. On peut le mettre sur Twitter, on peut le mettre sur sa page web. Et n'importe qui peut cliquer sur ce lien et arriver dans ReadCube, qui est un logiciel qui vous permet de lire l'article. Mais ça ne vous permet pas de télécharger, ça ne vous permet pas de rediffuser. Autrement dit, c'est certes une lecture libre, mais en fait, il y a un contrôle complet par la maison d'édition. Si dans 2 ans, ils changent de politique, rien ne garantit que je pourrai encore lire. Donc ça touche aussi à la pérennité que je vais discuter dans un instant. Si la maison d'édition veut s'en servir pour savoir qui lit l'article ou, enfin, c'est vraiment un contrôle sur l'article que je trouve déraisonnable. Et donc ça fait partie des choses, ça n'ouvre pas assez de liberté aux gens qui veulent utiliser l'article. Et ça ne... Bon, et puis si vous voulez lire sur votre téléphone, je suis pas sûr que ce soit idéal non plus. Et voilà. Alors, il y a une autre question que je peux pas laisser sous silence, même si moi, je me sens pas hyper concerné, c'est la fouille automatique. C'est vrai qu'un des enjeux de l'accès ouvert, surtout dans certaines sciences, y compris en maths en fait, c'est de pouvoir fouiller automatiquement tous les articles. Et on peut imaginer en maths fouiller à la recherche de tel type de formule. Et je suis sûr que si on réussit à faire ça bien, on va trouver 2 domaines différents. On utilise des formules qui ont en fait la même structure, on se rendra compte qu'il y a des liens. Et donc c'est un truc qui est intéressant, y compris en maths. Moi, c'est un peu loin de mes préoccupations personnelles, donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu à part, mais je ne peux pas ne pas le mentionner. Et effectivement, pour vraiment parler d'accès ouvert, il faudrait que la fouille de données soit possible sans avoir besoin de demander la permission à qui que ce soit. Parce que si vous devez demander à chaque article la permission à l'auteur ou la permission à la maison d'édition, qui va elle-même demander éventuellement à l'auteur, c'est simplement pas possible. Alors, la pérennité de l'accès, ça inclut archive et ça exclut les pages perso. Pourquoi? Parce qu'une page perso, ça devient obsolète, c'est fermé quand vous bougez, quand vous mourrez, il n'y a personne pour l'entretenir, etc. Donc ça n'est pas pérenne. Archive, c'est un niveau de pérennité qui est raisonnable, qui est à peu près aussi raisonnable que ce qu'on peut espérer. Je veux dire, bien sûr, Archive peut disparaître, mais n'importe quelle maison d'édition peut disparaître. Et Archive a des miroirs, Archive a une licence suffisamment libre pour qu'on puisse avoir des copies d'Archive à droite à gauche. Donc ça j'appelle ça pérenne. Ça veut dire qu'une maison d'édition qui ne s'occuperait pas du tout de l'archivage ne rentrerait pas dans ce cadre-là. La plupart maintenant des maisons d'édition ont des systèmes soit liés à Portico, LocSS, etc. qui permettent d'avoir une bonne sécurité en termes d'archivage électronique. Voilà, donc, mais c'est important d'exclure les pages personnelles, c'est vraiment pas le même niveau de pérennité. Bon, il y aurait une autre raison d'exclure les pages personnelles, c'est qu'en termes d'accessibilité, c'est quand même compliqué. Si vous êtes dans une université, par Google Scholar, on vous trouvera en général. Mais si vous n'êtes pas dans une université ou votre page perso n'est pas hébergée par votre université, ça va être plus compliqué, c'est pas complètement évident. Au moins d'avoir des points institutionnels, c'est aussi en termes d'accès bien meilleur. La limite de temps, j'exclus explicitement les délais après la publication. Donc en particulier, ce que j'expliquais sur ce qu'a fait Elsevier, pour moi ça ne rentre pas dans le cadre de l'accès ouvert. J'ai pas besoin de lire, enfin, je peux avoir besoin de lire un article qui a été publié il y a plus de 4 ans, mais j'ai aussi besoin d'accéder à tous les articles qui ont été écrits dans les 4 dernières années. Donc voilà, pour moi, ça rentre pas dans le cadre et la plupart, à part quelques éditeurs commerciaux, personne ne considère que si on attend 4 ans avant de pouvoir lire l'article, c'est de l'accès ouvert. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'avoir accès aux articles après 4 ans, c'est mieux que rien, mais ça ne rentre pas dans ma définition. En particulier, pour moi, le point de départ, c'est la publication, c'est-à-dire le moment où la version en question est accessible à quelqu'un. À partir du moment où vous permettez à quelqu'un qui paye d'accéder à l'article, si en même temps vous ne permettez pas à tout le monde d'y accéder, ce n'est pas de l'accès ouvert. Bon. Sans barrière ni filtre, il faut un petit peu détailler. Donc évidemment, ça exclut les abonnements. Si vous permettez seulement à vos abonnés de lire, c'est une barrière, mais ça exclut aussi, et puis les achats à l'article. Ça exclut aussi le filtrage géographique. Alors ça, c'est une idée, c'est un point d'actualité. Dans les débats autour de l'open access, Elsevier a récemment fait une proposition qui a fait causer beaucoup sur les réseaux sociaux académiques. Enfin, sur les réseaux sociaux académiques, je ne sais pas, mais par les universitaires sur les réseaux sociaux où je suis. Et ils se sont dit, d'accord, l'accès ouvert, c'est peut-être bien, mais super idée, on va faire un filtrage géographique. Du coup, peut-être on va discuter avec l'Europe pour que l'Europe nous paye un certain montant et puis on permettra aux gens en Europe de lire, mais pas aux gens en Afrique, pas aux gens en Asie, pas aux gens... Et voilà. Donc ça, c'est pas de l'accès ouvert parce qu'il y a une barrière géographique. Donc j'aurais pas imaginé qu'ils proposent ça avant qu'ils le fassent, mais je suis obligé de le mentionner du coup. J'exclus aussi les réseaux sociaux fermés.
Alors j'ai mentionné Academia, je ne sais plus si j'aurais dû mentionner ResearchGate parce que je n'arrive pas à savoir si, si je suis automatiquement identifié parce que j'ai bêtement fait un compte ResearchGate, donc j'arrive à voir les articles sur ResearchGate, je ne sais pas s'ils sont accessibles à tous ou pas. Mais Academia, à ma connaissance, il faut s'enregistrer, il faut s'inscrire pour accéder aux articles. Donc ça pour moi c'est déjà un filtre, c'est déjà une barrière. Si on commence à devoir s'enregistrer sur Academia, sur ResearchGate et sur tous les concurrents, sur Mendeley, etc., avant de commencer à accéder aux articles, c'est pas raisonnable. Donc ça fait partie des choses que j'exclus de l'accès ouvert. Hein. Archive, HAL, oui, parce que n'importe qui peut cliquer et avoir l'article. S'il y a besoin de se loguer, non. Alors, maintenant que j'ai défini ce que j'ai envie d'appeler accès ouvert, il y a plusieurs façons dont un article peut se retrouver en accès ouvert, et je parlais des deux grandes voies qu'on a distinguées, qui sont la voie verte et la voie dorée, et après je parlerai d'une modalité un peu intermédiaire. Donc ça c'est un peu la grande dichotomie dans l'accès ouvert. Donc ma définition de la voie verte va être un peu restrictive, et donc à nouveau pas universelle. Donc j'ai dit, alors ça va être au niveau plutôt journal, parce que c'est avant tout une politique de journal, d'autoriser ou pas la voie verte. Donc un journal, je veux dire, qui pratique la voie verte, si les auteurs sont autorisés, désolé pour le faute d'accord, à mettre à disposition les articles, d'abord dans des archives ouvertes, et pas seulement sur une page perso, par exemple. Donc là, on a affaire à la question de la pérennité, de l'accès simple, au moins dans leur version auteur, donc ça veut dire pas seulement le préprint, et dès l'acceptation. Donc on retrouve les points importants que j'avais soulignés dans l'accès ouvert, mais c'est les points qui sont soulignés pour la voie verte, parce qu'il y a pas mal de choses, de variations que ces points excluent. Alors, un exemple, et je vous le présente parce qu'il est tordu. Alors en fait, au début, j'avais choisi cet exemple-là parce que Springer est c'est le principal éditeur commercial en maths. Et en fait, du coup, je suis allé voir leur politique par défaut sur Sherpa Romeo, et j'ai été surpris parce qu'en fait, elle n'était pas celle que je croyais. Donc, je pensais être au courant, je ne l'étais pas tant que ça. Donc, la politique par défaut, alors là, j'ai pris le journal Math&Allen, mais je crois que c'est la politique la plus courante, mais ce n'est pas forcément celle de tous les journaux Springer. Elle a l'air de ne pas répondre, dans un premier temps, à la définition, parce qu'on a le droit de mettre la prépublication sur n'importe quelle archive, dans sa page perso immédiatement, et on a le droit de mettre sur la page perso l'article, la version auteur, mais dans une archive, on peut mettre la version auteur, même non mise en forme donc par Springer, enfin mise en méforme, je devrais dire, 12 mois après publication. Donc théoriquement, on est censé attendre, voilà, votre article est accepté. Un an et demi après, à peu près, on vous dit « Ah, chouette, votre article est publié ». On ne vous donne pas l'article en PDF, en général, d'ailleurs, même en tant qu'auteur, pas toujours. Et là, vous devez mettre votre horloge en route pour vous dire « Dans 12 mois, il faudra que je mette une alarme parce que j'aurai le droit d'aller mettre ma version auteur non formatée sur mon archive ouverte ». Autant dire que soit vous le faites maintenant et vous ne respectez pas votre contrat, soit vous ne le faites jamais. Alors en fait, ça rentre dans le cadre, mais tout juste, parce que Springer, et ça c'est un point de convergence avec une modification de la politique Elsevier d'il y a quelques années, mais je n'ai pas suivi où en était Elsevier, c'est trop compliqué pour moi, permet de mettre à jour la prépublication s'il avait déjà été mise dans une archive ouverte. Donc si, avant l'acceptation, ou disons dans l'heure qui suit la réception de l'acceptation, ou par exemple la soumission, vous aviez mis votre version préprint dans une archive, Springer tout de même vous autorise à mettre à jour cette version dans la version post-print. Et donc, ça permet de rentrer tout juste dans la définition d'accès de voie verte que j'avais donnée, mais ça veut dire que c'est important d'avoir déposé au préalable. Et ça gêne certains et certaines parce que ça veut dire que vous présentez votre travail au public avant qu'il soit relu, et bon, pas mal de gens le font, mais pas tout le monde, et je peux comprendre les raisons qui peuvent gêner. Mais ça veut dire qu'il faut avoir le réflexe de se dire bon, bah, quand j'ai la lettre d'acceptation, je vais tout de suite mettre la version préprint, ensuite je fais le travail pour répondre aux attentes des référés, et ensuite je mets à jour. Bon, en vrai, Springer a, à ma connaissance, jamais poursuivi quelqu'un pour ne pas avoir respecté ce contrat, mais c'est ce qu'on signe. En pratique, quand on signe le papier qu'ils veulent avoir pour mettre votre article dans le journal, on signe ça. Alors bon, cet exemple, je l'aime bien parce que ça montre quand même le niveau de complexité du truc. Et ça a évolué, donc il faut se tenir au courant, il faut lire ce qu'on signe, ce qui est pénible en fait.
Alors, il y a des, je ne vais pas dire avantages inconvénients parce que j'ai pas encore de point de comparaison, mais des forces et des limites à la voie verte. Il y en a sans doute beaucoup plus que ce que je vais dire là, mais ça c'est un peu les choses sur lesquelles j'ai envie d'insister. Alors, une des choses, c'est que c'est rapide, parce que vous pouvez mettre votre article dès que vous l'avez écrit en ligne. Et alors, je suis tombé sur un article, alors je peux retrouver la référence si vous voulez, mais là je ne l'ai pas en tête, qui faisait le calcul, qui regardait les articles qui étaient parus sur Archive, puis qui avaient été publiés. Et le délai moyen entre les deux, c'est 1,5 années. C'est un peu au-delà. Donc, c'est-à-dire qu'en moyenne, l'article préprint paraît 1 année et demie avant que l'article publié, la version journal, paraisse. Donc, c'est-à-dire qu'on a une diffusion qui est quand même beaucoup plus rapide avec ce système-là. Ce qui pointe sans doute un problème assez sérieux sur notre système de publication, d'ailleurs. Et une force, c'est que finalement, ça ne nécessite pas de changement profond. En tout cas, en maths, la plupart des éditeurs avec lesquels on travaille permettent de fonctionner en voie verte, et donc on peut le faire, il suffit de le faire. Bon. Alors le problème, c'est qu'il suffit de le faire, mais encore faut-il le faire. Le taux de dépôt est étonnamment bas, donc ça, pareil, même étude. Et puis il y a d'autres études concordantes qui sont basées, donc celle-là, elle est basée sur le Web of Science, celle qui donne un chiffre de 22% de dépôt, moins de 22% de dépôt en maths. Donc c'est un rapport entre les articles de maths qu'on trouve dans le Web of Science, et là-dedans, on regarde ceux dont le titre apparaît sur Archive ou sur HAL. Alors ils n'ont pas cherché HAL, ils ont dû faire que Archive, là. Donc on cherche ceux qui apparaissent sur Archive, et on n'en trouve que 22%. Alors c'est assez étonnant, je pense pour tous les matheux et les matheuses, on a l'habitude, on imagine que c'est beaucoup plus. C'est vrai qu'en pratique, on a l'impression qu'on trouve presque tout. Disons, moi, si je devais citer un chiffre au hasard, je dirais que je trouve 80% des articles que je cherche. Alors il y a plusieurs explications possibles. On peut imaginer d'abord qu'il y a des journaux obscurs dans lesquels il y a des articles qui ne sont pas mis sur Archive, c'est possible. On peut aussi imaginer que Web of Science est très large dans sa définition des maths et que moi je suis un matheux un peu étroit et que du coup dans mes domaines des maths le taux de dépôt est plus élevé. Mais même quand on filtre par sous-catégorie, c'est rarement très élevé. Donc là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a une étude qui avait été faite, je crois qu'elle avait été publiée dans la newsletter de l'EMS ou dans la Gazette, peut-être aussi de l'ASM, je ne sais plus. Enfin, ça se trouve dans les notices de l'EMS, je ne sais plus, dans ce genre de journaux, des gens qui avaient étudié ça avec Zentralblatt. Donc une base de données spécifiquement maths, et ils avaient aussi fait le détail par catégorie, géométrie algébrique, géométrie différentielle, etc. Et c'est étonnamment bas dans toutes les catégories. Il n'y a pas de catégorie qui dépasse beaucoup, enfin qui soit à 80% par exemple en maths. Alors c'est assez, j'ai pas d'interprétation pour réconcilier mon impression subjective et ces études qui sont faites. Mais en tout cas, je sais que tout n'est pas sur Archive. J'ai régulièrement le problème où j'ai un article que j'aimerais bien lire et où je ne le trouve pas, et pas que des vieilleries, pas que des choses des années 80 ou plus anciennes. Et donc, si les gens ne déposent pas, le problème c'est que du coup, l'accès ouvert, ça reste potentiel, quoi. Il faut quand même réaliser ce potentiel pour que ce soit utile. L'autre, oui. Est-ce que les gens ont étudié les différences par pays sur ces questions de... Donc, ok. Est-ce qu'il y aura des pays qui auraient une politique d'interdire à leurs chercheurs, par exemple, de déposer sur Archive, qui pourraient expliquer cette différence entre le ressenti qu'on a? Ok, alors comme vous n'avez pas eu le micro, je répète un peu votre question pour qu'elle soit enregistrée. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a des différences par pays, et en particulier est-ce qu'il y a des pays qui interdiraient de déposer sur Archive. Je n'ai pas de connaissance d'études qui distinguent par pays les taux de dépôt. Je suppute que c'est assez varié d'un pays à l'autre, mais que ce n'est pas lié à des interdictions. Je vois plutôt des incitations pour aider, mais ça, c'est pas par pays que ça se fait, parce qu'on n'a pas de vrai mandat fort au niveau national, à ma connaissance. Je pense que si on regardait par université, on trouverait des universités, celles qui ont mis en place un mandat fort qui évalue leurs chercheurs uniquement sur ce qu'ils ont déposé dans une archive ouverte. On verrait sans doute un taux de dépôt plus élevé, mais c'est très très local pour l'instant. Et je pense qu'il y a des questions d'habitude. Je pense que c'est plus une question de communauté. On fait comme ce que les gens autour de nous font, comme notre directeur de thèse faisait principalement, à mon avis. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais c'est pardon. Il y a un cas de figure qui s'est rencontré, qui n'est pas arrivé, mais qui est arrivé à un collègue, où systématiquement. Ce bouton rouge. Appuyez sur le bouton rouge. Non, il n'est plus en. Oui, à ce sujet de variation par pays, il y a quand même un petit truc qu'on pourrait mentionner. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à un collègue où systématiquement, en maths, il mettait ses articles sur Archive. Et systématiquement, très peu de temps après, il y avait une équipe en Chine qui faisait des clones de son article. Mais
il était suivi vraiment à la culotte, comme ça. Donc, à la fin, il déposait plus parce que c'était désagréable. Et ça paraissait dans des revues mineures. Oui, c'est-à-dire qu'il y a ce risque-là quand même. Il y a vraiment le plagiat, ça existe. Hein. Alors, il y a des pays où ça se diffuse, étant donné que le salaire est indexé au nombre d'articles que vous avez publiés. Il y a vraiment des dérives dans certains pays qui sont graves. Et ça peut poser problème quand même, avec une sorte de rétroaction sur les pratiques que les gens qui mettent en accès ouvert. Alors c'est la première fois que j'entends ça, mais ça m'étonne qu'à moitié. Je te donnerai le nom après de la personne. Alors j'ai quand même peut-être deux réactions à ça. D'abord, je pense que c'est un problème qu'il ne faut pas anticiper. J'ai quand même envie de dire aux gens déposer. Je comprends si le problème se pose sur quelqu'un qu'il arrête de déposer, je ne vais pas lui faire un procès, mais je pense qu'il ne faut pas anticiper ce problème-là qui ne me paraît pas endémique au niveau des gens qui déposent, mais je comprends qu'il y en a qui sont ciblés. L'autre chose que je veux dire, c'est que là, je prendrai les maisons d'édition à leurs propres mots. Les maisons d'édition nous font signer un transfert de droit. La raison officielle que j'ai lue sous la plume d'un certain nombre de gens, c'est que ça leur permet de faire le travail que les chercheurs ne veulent pas faire, qui est de défendre leurs droits intellectuels. Eh bien, allons-y, demandons aux maisons d'édition d'aller faire les procès à tous les journaux qui publient des clones d'articles. Et si elles ne le font pas, on saura qu'elles bluffent quand elles nous demandent de signer un contrat. Mais à mon avis, il faut aller faire la démarche, aller voir sa maison d'édition et lui dire « j'ai ce problème-là, réglez-le ». Qu'il faut déposer en accès ouvert tout de suite, parce qu'au moins en cas de conflit, c'est la date de dépôt qui fait répète. Donc voilà, l'autre point soulevé par Marie Farge était qu'il fallait déposer pour faire preuve du fait qu'il y a plagiat. C'est-à-dire que le dépôt, voilà, c'est une protection parce qu'il y a une information publique qui dit que ça n'empêche pas les gens de plagier, mais en termes de reconnaissance... Alors, qui ont une visibilité internationale, il ne faut pas s'imaginer parce que ça a été déposé à telle date que c'est une protection. Donc il y a effectivement quand même un même problème. Et ça doit être l'explication principale que beaucoup de gens sont réticents à déposer sur Archive. Moi, je dépose tout sur Archive, mais j'ai de nombreux problèmes. Ça existe. Ok, donc là, voilà. Effectivement, il n'y a pas un accord unanime sur la situation, sur l'ampleur du problème du plagiat. Je le nie pas, c'est vrai que c'est un risque que je n'ai pas rencontré ni de première ni de deuxième main, donc maintenant c'est le cas, mais... Si je peux me permettre une suggestion pour limiter les risques de plagiat rapide, c'est aussi de publier dans sa langue maternelle. Alors... Oui et non, parce qu'en finalement, l'argument vient à dire si peu de personnes peuvent lire mon article, peu de personnes vont le plagier, mais au fond, ce qu'on veut, c'est quand même que les gens le lisent. Donc, la barrière qu'on met au plagiat est exactement la même dans ce cas-là que la barrière qu'on met à l'utilisation de l'article. Donc, je comprends parfaitement l'argument qui est de dire j'écris dans ma langue maternelle parce que j'écris mieux comme ça, et je pense que c'est un excellent argument. L'argument de dire ça évite le plagiat, je trouve que c'est essentiellement dire qu'on va limiter la diffusion des travaux, et je trouve ça dommage. Quand j'écris quelque chose, j'ai quand même envie que les Chinois le lisent. J'ai pas envie que les Chinois le plagient, mais j'ai envie qu'ils le lisent. Il y a longtemps, j'avais entendu parler d'un cas de plagiat d'un auteur français, que je ne vais pas citer, qui a plagié des articles russes que personne ne lisait. Donc ça a double tranchant. Si quelqu'un connaît bien le français, il peut faire illusion aux États-Unis ou encore plus en Chine, ou dans un pays où les gens... Comment ? Ça a changé de communication, c'est pas plagiat. Oui, oui, bien sûr, non mais enfin, c'est à double tranchant. Oui. Donc en tout cas, je note que la question du plagiat est au moins une limite. Un certain nombre de gens considèrent que c'est une limite. De mon point de vue, je vois pas tellement la différence avec un article publié. On peut plagier un article publié aussi bien qu'un article sur Archive. Donc je suis pas sûr de voir en quoi c'est une vraie limite de la voie verte, mais c'est une discussion qu'on pourra avoir peut-être un peu plus de façon étendue. Tu te fais plagier avant peer reviewing. C'est un problème. Bon. Je sais pas, je suis tellement habitué à citer des articles Archive et à citer Perelman et à dire à pas faire de différence entre un préprint et une version publiée que du coup ça me... Voilà. Mais ça dépend vachement des habitudes de publication, des habitudes de citation, donc ça dépend des sous-domaines, ça dépend de pas mal de choses.
L'autre limite que je voulais souligner, c'est les versions multiples. C'est un peu enquiquinant d'avoir 2, 3 ou 4 versions d'un article disponible. Et quand je cite un article auquel j'ai pas accès parce que j'ai pas d'abonnement et que je dis c'est le théorème 3.4 et qu'en fait dans la version publiée c'est le théorème A.2, c'est un peu embêtant. Donc c'est pire avec la pagination, parce que même si les numérotations de théorèmes, on peut espérer qu'on peut les garder à peu près les mêmes. La pagination, non. Je veux dire, on ne va pas numéroter cet article de la page 3250 à la page 3263. Donc du coup, c'est quand même un problème pour faire des citations précises. Ce n'est pas un problème dramatique, mais c'est un problème quand même. Alors, je rajoute dans les limites ce que j'ai mis dans les forces, c'est que ça ne nécessite pas de changement profond. C'est-à-dire que si on se dit finalement le Green Open Access c'est vachement bien, bah, on peut rentrer chez nous et puis en fait rien ne va vraiment changer. Donc pour moi, je pense aussi une limite du système, c'est qu'on s'est un peu dit, on a archive, ça marche bien, et puis ça nous a paru suffisant, et à mon avis, c'est pas suffisant. Donc je pense que c'est une des limites du système aussi. Alors la deuxième grande voie qui a été distinguée, c'est la voie dorée, et elle est encore un peu plus complexe, je dirais, que la voie verte. Donc de la définition que je donne est un petit peu standard, mais elle n'est pas universelle non plus. C'est assez simple, c'est que la voie dorée, ça consiste à publier, c'est que le journal publie les articles en accès ouvert. Et donc je prends la définition d'accès ouvert que j'ai donnée tout à l'heure. Alors, je vais prendre 2 exemples volontairement un peu différents. Donc le premier, c'est Forum of Mathematics. En fait, c'est 2 journaux. Il y a Forum of Mathematics Sigma et Forum of Mathematics Pi. Donc Sigma, c'est des sections plus spécialisées, et Pi se veut être un peu un niveau Annals of Math, Inventiones, etc. Donc dans les journaux dits généralistes qui publient des articles parmi les plus importants. Donc ça publie en accès ouvert les articles, ça propose les services éditoriaux classiques comme dans n'importe quel journal. En tant qu'auteur, on ne voit pas les différences. Et ça demande des frais de publication, on appelle aussi APC, Article Processing Charges, de 750 $ par article. Et ces frais peuvent être levés sur demande. Donc il y a un côté opt-out si on dit qu'on n'a pas de sous, qu'on est d'un pays où de toute façon il n'y a pas de sous pour publier en accès ouvert. Ils peuvent décider de publier quand même, mais c'est une décision de la revue, enfin pas du journal, pas du comité de rédaction, hein, mais de Cambridge University Press, de lever ou pas les frais. L'autre exemple, c'est un exemple beaucoup plus ancien, Electronic Journal of Combinatorics, qui est un des premiers de ce modèle-là, au moins en maths, donc fondé en 1994, donc c'est à peu près pareil, ça publie en accès ouvert. Alors les services éditoriaux sont relativement réduits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une mise en forme par le journal lui-même. Voilà, c'est essentiellement l'auteur qui met en forme, pour autant que je sache. Peut-être qu'il faut un peu de travail, mais sur la base du volontariat, les gens qui bossent pour le journal. C'est un journal qui est gratuit pour les auteurs et évidemment en open access, il est gratuit pour les lecteurs et lectrices. Et il est un petit peu subventionné par l'Australian National University qui leur donne en gros un serveur, peut-être. Enfin voilà, mais il n'y a même pas du temps de secrétariat à ma connaissance, hein, c'est vraiment très limité comme subvention. C'est un bout de disque sur un serveur, ça garantit un serveur qui fonctionne bien, qui n'est pas en panne 10% du temps, etc. Alors en particulier, si je donne ces 2 exemples, c'est pour bien souligner que dans la définition que j'utilise, et qui est à mon avis la plus standard, voie dorée n'est pas liée au fait de faire payer. Hein, c'est lié au fait que le journal mette la version journal de l'article à disposition. Ça, c'est une distinction importante. Des gens utilisent le mot voie dorée pour dire qu'on fait payer les auteurs. Donc il faut savoir que les 2 terminologies existent, mais il faut savoir qu'on peut parler de voie dorée sans parler de frais, et que c'est des questions qui ne sont pas disjointes, mais quand même pas complètement connectées. Alors les forces, c'est que quand on publie dans un journal comme ça, le fait que ce soit en accès ouvert, c'est automatique. Hein, c'est le journal qui charge de mettre à disposition, qui va mettre sur un site web, qui va s'assurer qu'il y a une version dans une archive en cas de problème avec leur serveur à eux, etc. Et puis on a une seule version de référence claire, qui est la version journal. Dans les limites, c'est que ça contraint beaucoup le modèle économique. Difficile de faire payer des abonnements pour faire tourner le journal si de toute façon tout le monde peut lire. Et ça nécessite des changements profonds puisque par rapport à nos habitudes de payer des abonnements et de fonctionner des abonnements, il faut changer le système, il faut changer la façon dont les journaux collectent l'argent éventuellement, il faut changer beaucoup de choses, donc c'est difficile. Mais comme je l'ai mis dans les limites de la voie verte, je les mets aussi dans les forces de la voie dorée, c'est que si on s'impose qu'on veut en fait que qu'on ait une version claire, la version journal qui soit disponible, du coup on s'impose la voie dorée, ça va nous forcer à faire des changements et peut-être que ce sera des changements pour le mieux. Donc c'est aussi une force de cette voie-là.
Alors, ensuite, je vais aborder la question des modèles économiques. Alors, il y a plein de modèles possibles. Les deux qu'on connaît le plus en général, c'est le modèle par abonnement, qui est en maths très clairement le plus courant. Il y a le modèle des frais de publication. L'exemple classique, qui est un peu un précurseur dans le domaine, c'est Public Library of Science, qui n'est pas très connu en maths parce qu'il publie plutôt dans les sciences biologiques ou sciences de la vie et de la terre, disons. C'est un peu plus large, c'est nettement plus large que ça, mais en tout cas, il ne publie pas tellement de maths. Donc les APC dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a plein d'autres choses. Donc il y a la version hybride. Donc il y a beaucoup de journaux hybrides. Donc un journal hybride, ça veut dire que c'est un journal qui se vend par abonnement. Et simplement, les auteurs d'un article peuvent payer ou faire payer leur institution pour avoir leur article en open access. Et donc les gens qui ne sont pas abonnés n'ont accès qu'aux articles pour lesquels ça a été payé par les auteurs. Donc il y a certains articles qui sont en open access et la plupart qui ne le sont pas. Alors il y a beaucoup de journaux qui le sont, par exemple la plupart des journaux qu'on connaît chez Springer ou chez Elsevier sont hybrides, mais il y a très peu d'articles, c'est quand même pas une option qui est utilisée si souvent que ça. Il y a le modèle freemium, par exemple utilisé par Open Edition, donc ça j'en ai parlé comme d'un mode de publication, mais j'en parle aussi comme un modèle économique, hein, donc bon. Là c'est un peu particulier, disons la partie mode de publication c'est le fait que les différentes versions d'un article ne seront pas accessibles aux mêmes personnes et la partie modèle économique c'est qu'il y a certaines versions qui seront accessibles si on paye. Bon. On peut fonctionner avec des subventions et du volontariat, donc par exemple le journal de l'école polytechnique reçoit à la fois de l'aide de l'école polytechnique et puis il y a des gens qui bossent peut-être un peu plus que pour d'autres journaux ou peut-être pas, d'ailleurs ce sera discuté, parce que le plus je parle avec des comités de rédaction, le plus je réalise qu'en fait il y a beaucoup de volontariat dans les journaux, y compris Springer. C'est incroyable ce que des rédacteurs et des rédactrices font pour Springer. Du secrétariat, de la relecture d'épreuves d'articles, je ne le soupçonnais pas avant. Hein, donc bon, ça me fait relativiser quand même beaucoup les gens qui disent qu'on ne peut pas fonctionner sur la base du volontariat, ce ne serait pas professionnel, ce serait pas, ça peut pas changer, on ne peut pas changer d'échelle comme ça. Je suis d'accord que c'est un problème de se baser sur le volontariat, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit dans la quasi-totalité des journaux qu'on paye très cher. Donc, il faut relativiser quand même. Et puis, on peut penser par exemple au financement par des grandes fondations. Et là, en fait, par rapport aux subventions, ce que je distingue, c'est qu'il s'agit de fondations souvent privées qui sont des financeurs de recherche. Donc, on peut imaginer, c'est ce que commence à faire le Wellcome Trust, c'est ce que commence à faire aussi la fondation Gates. C'est que ces gens-là commencent à avoir envie d'avoir l'accès ouvert, qu'ils ont envie que la recherche qu'ils subventionnent soit disponible largement. Après tout, ils l'ont subventionné, c'est pour qu'elle soit disponible. Et donc, en fait, ils sont rentrés dans une démarche où ils vont devenir aussi éditeurs. Et donc, ils vont donner des sous pour chercher, et puis des sous pour publier. Et donc, les deux vont aller ensemble. Et au lieu de donner des sous pour publier chez des gros éditeurs commerciaux qui coûtent cher, ils commencent à se dire qu'ils vont le faire eux-mêmes. Et à mon avis, ils vont s'y retrouver. Donc voilà, ces modèles ne sont pas exclusifs. Hein, on peut avoir des frais de publication et un abonnement. Alors ça, on ne le sait pas, mais c'est possible. C'est courant, par exemple, en chimie. En chimie, dès que vous dépassez une certaine taille d'article ou dès que vous avez des figures en couleur, on vous fait payer en plus. Et en fait, j'ai des collègues en chimie qui, régulièrement, ont leur labo qui payent pour leur publication, mais qui sont après quand même disponibles qu'aux gens qui payent des abonnements. Hein, donc les deux ne sont pas du tout exclusifs. Voilà. Par contre, évidemment, ces modèles sont contraints par le modèle de diffusion. On ne peut pas dire tel modèle de diffusion, l'open access, est forcément financé comme ça, c'est forcément financé par des frais de publication, par exemple. Par contre, il y a des incompatibilités, quoi. C'est sûr que si vous fonctionnez par abonnement et que vous mettez en accès ouvert, les abonnements électroniques, il y a des chances que vous n'en ayez pas beaucoup. Il y a quelques temps, Annals of Math avait essayé de faire ça, ils ont mis tous ces articles sur Archive, et puis ils avaient vu leurs abonnements chuter et ils ont arrêté. Donc effectivement, ce n'est pas forcément simple. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, mais il y a quand même des questions de compatibilité entre votre modèle de diffusion et votre modèle économique. Mais il y a quand même beaucoup de modèles économiques, et pour chaque mode de diffusion, il y a plusieurs modèles économiques possibles. Alors, je voulais parler rapidement d'une tendance actuelle qui me semble assez importante. J'imagine que Saskia en parlera tout à l'heure. C'est la tendance à passer à des bouquets de frais de publication. Il y a pas mal d'accords et négociations en cours au Royaume-Uni, en Allemagne. Couperin semble y songer, qui consiste à ce que chaque pays ou chaque institution, chaque consortium de négociation paye, en général pas des petits montants, pour publier ses propres chercheurs. Par exemple, on paye tant Springer chaque année et la France paye tant Springer chaque année et tous les chercheurs des institutions françaises peuvent
publiés avec les journaux Open Access Springer, par exemple. Alors, et ça, c'est un truc qui me paraît extrêmement dangereux. C'est pas le but de l'exposé de discuter ça, mais c'est un truc dont il faut avoir conscience, sur lequel, à mon avis, il faut se tenir au courant et il faut y faire attention parce que c'est une des choses qui peuvent rendre l'accès ouvert peut-être encore pire que la situation qu'on a actuellement, parce que ça va fermer la porte à la publication pour un certain nombre de gens. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne souhaite pas. C'est pas parce qu'on est au Vietnam qu'on ne fait pas des bonnes maths et qu'on n'a pas le droit à avoir accès à la publication dans les revues. Et pour bien insister sur le danger que j'y vois, un extrait de ce qu'écrit Elsevier. Il faut être réaliste à propos du prix, à propos des coûts. Ils devraient dire prix, mais ils disent coût. Nous pensons que la principale raison pour passer l'accès ouvert par la voie dorée ne devrait pas être de dépenser moins d'argent. Ça ne coûtera pas moins d'argent et il y aura des gagnants et des perdants lorsque les coûts seront redistribués. Mais évidemment, les gagnants et les perdants, c'est des pays. Peut-être l'Allemagne va perdre et puis l'Espagne va gagner. C'est ça qu'ils veulent dire. Ce qui est sûr, c'est que Elsevier n'a pas du tout l'intention d'être perdant. Ça, c'est absolument clair. Ce qui est quand même assez étonnant. On est quand même dans une situation où on a notre commerçant qui nous dit c'est moi qui vais décider du prix et c'est moi qui vais décider si vous allez payer ce prix-là, quoi. Bien sûr, les commerçants décident du prix, mais normalement, le client décide de payer ou pas. Là, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment une option. Pour encore enfoncer le clou sur ce que ça signifie, il y a un chiffre qui est assez courant mais qui est encore pas assez connu, c'est que si on prend le coût total des abonnements des journaux au niveau mondial, des journaux, disons les STEM, disons en sciences au sens assez large, les journaux de recherche, tout ce qui est payé par l'ensemble des institutions, on arrive à trouver les chiffres assez facilement parce que le secteur est très consolidé et puis des gens comme Springer, comme Elsevier, ils sont cotés en bourse, donc ils sont obligés de dire à leurs actionnaires un certain nombre de choses. Donc on a des informations, on sait combien ils touchent. On divise ça par le nombre d'articles publiés, on a des bonnes bases de données qui permettent d'avoir une estimation assez correcte. On tombe sur 5 000 $ par article. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, en moyenne, quand on publie un article avec une maison d'édition commerciale, disons, qui sont sans doute celles qui font l'essentiel de ce chiffre-là, eh ben la maison d'édition réussit à en tirer à peu près 5 000 $, notre article. Donc quand on est effaré de voir que Springer nous demande 3 000 € pour publier en accès ouvert dans un modèle hybride, alors bien sûr, en général, l'article qui sera publié en accès ouvert, il va quand même légitimer la qualité de sa revue et donc il va légitimer le fait qu'il va vendre sa revue. Donc en fait, c'est aussi monétisé pour vendre les abonnements. Mais quand même, ça reste inférieur à ce qu'il touche de toute façon. Et ça, c'est un ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Quand on est un peu surpris de dire que PLOS, quand même, ils font payer 1 350 $, il faut se rendre compte qu'ils sont quand même 4 fois moins chers que ce qu'on fait gagner avec des abonnements. Alors c'est une moyenne à travers toutes les disciplines, peut-être les journaux de maths ne sont pas les plus chers, mais enfin c'est quand même un chiffre qui est assez effarant. Alors, normalement, j'avais prévu de parler de choses, et puis là, je vois que mes 3 quarts d'heure sont à peu près écoulés. Donc, comme il y a eu des questions pendant que je parlais, on peut dire que c'est des arrêts de jeu, ou alors si vous avez des questions sur toute cette partie-là, on les pose maintenant, et puis on voit, si jamais il n'y a pas beaucoup de questions, je peux prendre le quart d'heure qui reste, sinon, voilà, donc je sais pas, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, même sur des choses un peu générales, ou intervenir, et puis on va voir si on continue avec la partie publicitaire. C'est-à-dire, plus d'informations. Sur quoi c'est basé, je voudrais les sources. Alors, pour trouver des sources fiables, la meilleure source que j'ai, vous allez sur SVPOV, donc c'est Sauropod Vertebrae Picture of the Week. C'est un blog de paléontologues qui s'intéresse beaucoup à l'accès ouvert. Alors je peux retrouver sur demande, je vous envoie par mail, mais il faut que je me retrouve derrière mon ordinateur avec un moteur de recherche pour essayer à retrouver la source. Mais il y a pas mal de gens qui ont compilé ces chiffres-là. Je crois que je l'ai lu sous la plume de Peter Suber. Mais donc ce qui est bien dans Sauropod Vertebrae, c'est qu'ils ont deux billets de blog où ils expliquent comment ils arrivent à ce chiffre-là. En particulier, essentiellement, le coût des abonnements, je crois qu'ils utilisent il y a des études, il y a des associations d'éditeurs qui publient ce genre de chiffres, combien on a payé en abonnement. Maybe I can mention Ralph Schimmer's survey from the Max Planck Institution. Ralph Schimmer did a very good survey on these costs, and he actually also, it's Ralph Schimmer at the Max Planck Institute, and he also shows that if the article processing charge goes down to say 2,000 €, that you have a winning of 40% of all publication costs.
So there are a lot of good surveys on Yeah. this. Donc les chiffres, il y a des variations, ça varie de 3500 livres à 5000 et quelques dollars. Enfin, donc c'est un ordre de grandeur, mais les chiffres sont assez concordants. Et essentiellement, ce qu'on fait, c'est on va regarder les informations données par les gros éditeurs commerciaux pour dire combien ils ont touché avec les abonnements. On regarde les bases de données pour voir combien il y a d'articles qui ont été publiés, on fait le rapport. C'est le processus de base. Ce chiffre de 5000 $ par article, j'imagine, c'est un argument solide pour. Enfin, c'est une donnée de base pour les gens qui négocient en ce moment, notamment en Angleterre et en Allemagne, des bouquets d'APC. C'est leur argument principal. Et si on a une position différente, il peut y avoir une discussion là-dessus. Oui, bah évidemment, c'est un chiffre qu'il faut avoir en tête quand on négocie. Et c'est un chiffre que les Springer a parfaitement en tête. Et eux, ils ont les chiffres discipline par discipline pour ce qu'eux vendent, c'est évident. Hein. Donc évidemment, nous aussi, il faut qu'on ait le maximum d'informations pour négocier. Ça... Je crois que c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu avais mentionné tout à l'heure le point de la pérennité. Oui. Mais concrètement, on est obligé à faire confiance. C'est-à-dire qu'il nous assure, voie ouverte ou voie dorée, il nous assure que, mettons Springer ou je sais pas qui, que l'article sera toujours disponible. Sauf s'ils décident qu'il ne sera plus. Ou s'ils s'écroulent, quoi, si le serveur explose. Et ils avaient seulement un serveur, et il a explosé. Ils avaient dit que non, mais si. Alors ce qui se passe, c'est que la plupart des éditeurs, notamment Springer, notamment Elsevier, sont abonnés à des systèmes type Portico. Donc ça veut dire qu'il y a un tiers qui n'est pas Springer, qui n'est pas Elsevier, chez qui l'éditeur dépose tous les articles. Et Portico, qui est une entité qui signe des contrats avec ces éditeurs-là, a le droit, en cas de défaillance de l'éditeur, de mettre à disposition les articles. Donc si Springer tout d'un coup disparaît, se fait hacker, tous ses serveurs sont down, et Portico, il y a un conseil qui se réunit, qui décide est-ce que les articles sont effectivement plus disponibles, est-ce que Springer faillit à ses obligations. S'il faillit à ses obligations, Portico met les articles en ligne. Donc il y a des systèmes qui ont été prévus, c'est une bonne question, mais c'est un truc qui est quand même un peu pris en compte. Juste encore une remarque sur cette évaluation. Il faut se méfier quand même un petit peu, parce que comme tu le dis, ça vient uniquement à l'information des publishers. Pourquoi ? Parce que les contrats que signent les institutions, eux, ils sont toujours en principe secrets. Et c'est de façon curieuse une exception à la loi des marchés publics, mais au niveau européen. Et pourquoi exception à la loi des marchés publics ? Pour protéger la propriété intellectuelle, qui malheureusement, comme nous, comme des idiots, on a donné notre copyright aux publishers. C'est eux qui ont toute notre propriété intellectuelle, je le rappelle au cas où vous le savez naturellement, pour 70 ans après la mort du dernier co-auteur à mourir. C'est-à-dire qu'il y a plus de 100 ans de résultats de la recherche qui sont privatisés. Donc, alors, une petite remarque en passant, donc, il faut se méfier parce que les chiffres viennent que des publishers. Et comme maintenant Springer vient de fusionner, c'est Springer Nature maintenant, ce n'est pas coté en bourse Springer Nature. C'est une maison familiale. C'est la famille Allbrings. Et c'est quand même absurde. Ce n'est plus coté en bourse. Et j'ai discuté avec des gens de Springer en interne qui eux-mêmes n'ont plus les chiffres. Par exemple, je sais pas, la fille qui est responsable de tel département, elle n'aura plus les chiffres parce que justement, c'est plus ouvert comme quelque chose coté en bourse. Ce qui, je pense, était le cas avec Springer, mais là, c'est plus le... Parce que Allbrings, ils possédaient Nature. C'est une famille allemande qui possédait Macmillan, qui possédait Nature. Et c'est eux qui viennent de racheter Springer Business Media. Et donc, maintenant, c'est une possession familiale. Du moins, en gros, un consortium, mais... Et c'est Stéphane, je crois, Allspring, qui est à la tête de ça. Bref, c'est un peu bizarre. Il faut se méfier, à mon avis, gravement dans l'évolution actuelle de Springer. Ceci dit, ça indique plutôt que ce chiffre est sans doute une évaluation peut-être basse. Donc peut-être c'est plus élevé, mais il est déjà suffisamment frappant pour être utile. Non, je pense que qu'il faudrait un petit peu s'en méfier. Et dernière chose par rapport au rapport de la Max Planck, qui est effectivement très bien fait sur le plan technique, le message en fait de ce rapport, il est très dangereux parce que c'était de dire, nous Max Planck, en fait on a assez d'argent pour remplacer les abonnements, en fait maintenant payer les APC au lieu des abonnements. La seule chose qu'on veut pas, c'est l'hybride. Et c'est là ils ont ouvert la porte à cette chose catastrophique qui, pour moi, la raison principale de la catastrophe, c'est que ça maintient les chercheurs complètement inconscients des coûts.
Alors que la bonne chose de la voie dorée au sens, excuse-moi, auteur-payeur, c'est que j'espérais naïvement qu'on recevrait des factures et que là, on crierait très fort. Et que tous ceux qui, pour l'instant, ne s'intéressent pas au problème, tout d'un coup, là, ils réalisent. Eh ben non, c'est fichu. Si on laisse faire le système proposé par la Max Planck, et il y a un contrat avec Springer comme ça, de la Max Planck, c'est déjà... Oui, non, c'est un des dangers. C'est sûr que si on doit choisir entre 3 000 € de manip et 3 000 € de publication, on va commencer à se poser la question du prix des publications. Si par contre c'est Couperin qui paye tout d'un bloc... Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Ouais, je vois que j'ai 5 minutes. Alors je vais pas faire tout ce que je voulais parler, mais je voudrais quand même parler d'un modèle ou d'un sous-modèle. Je parlais de ce qu'on a appelé les Fair Open Access Principles. Quand même faire un petit peu de pub pour ce qu'on a fait avec Saskia et d'autres gens dans les 2 dernières années. Donc juste, ce transparent est juste pour vocation, certains et certaines l'ont peut-être déjà vu, de débugger d'abord cette vision des journaux. On a une maison d'édition qui possède les journaux et puis qui fait un certain nombre de travail. Et puis de l'autre côté, on a les universités, les instituts de recherche où il y a des gens qui écrivent des articles, qui les rapportent et qui sont un comité de rédaction. Hein. C'est que en fait, le journal, moi je le vois comme ça. C'est une entité, donc certes le titre est en général possédé par la maison d'édition, mais le journal lui-même, il n'est que par l'activité des auteurs, des autrices, des rapportrices, des rédactrices, etc. C'est cette activité-là qui fait le journal, et même de façon plus importante que le titre. Et du coup, ce journal, il faut le voir comme une entité qui traverse tout ce schéma-là. Et même quand on est dans la voie dorée, ça c'est un peu la vision standard, la vision qu'il faut avoir, donc là le transparent est très brouillon du coup, c'est celle-ci, hein, le journal il continue de traverser ces deux entités. Et du coup, ça a beaucoup de sens de vouloir une structuration comme ça, avec des journaux émancipés, que j'ai mis en bleu parce que de mon point de vue, ils sont quand même en fait plus à voir avec la science. Hein, le journal, c'est un outil scientifique, donc il devrait être aux mains des scientifiques. Et l'édition, c'est un service à ce journal-là. Vous voyez, j'ai mis une beaucoup plus petite boîte parce que pour moi, c'est la situation vers laquelle on devrait essayer de tendre. On a des maisons d'édition qui sont des services, qui vendent à des journaux des services, mais qui ne possèdent pas des journaux. Et c'est ce que j'appelle un modèle où les journaux sont émancipés. Hein, ils sont adultes, ils ne sont plus sous la tutelle d'une maison d'édition. C'est des grands garçons et des grandes filles, ils peuvent faire leur vie. Et pour ça, on peut imaginer, ce n'est pas la seule façon de faire, mais on peut imaginer qu'on a des organismes à but non lucratif qui vont gérer à la fois les journaux, hein, on a une question de réputation, c'est vrai que c'est important de pouvoir assurer une certaine qualité dans le recrutement des rédacteurs et des rédactrices, dans les fonctionnements des comités de rédaction. C'est important qu'il y ait une entité, si jamais il y a un comité de rédaction qui commence à faire n'importe quoi, qu'il y ait une autorité qui permette de réguler les choses. Donc on peut imaginer qu'on a des organismes qui font ça et puis qui éventuellement gèrent aussi l'argent pour payer des services d'édition pour que les journaux fonctionnent de façon professionnelle et collectent l'argent auprès des instituts parce qu'on ne veut pas forcément avoir des micro-paiements directs entre les deux. Donc ça, c'est une structuration qui me paraîtrait assez raisonnable. Et ces organismes, ça peut être des sociétés savantes ou ça peut être des organismes spécifiques pour la publication. C'est assez... voilà. Et donc, le truc qui me paraît vraiment important, ce sont ces 5 principes-là. Et une des façons de fonctionner qui permettrait d'assurer, qui est une des modalités pour assurer ces principes, c'est ce que je viens de montrer. Et donc les 5 principes qu'on a baptisés l'accès ouvert équitable, si je fais une traduction, j'expliquerai pourquoi j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais juste à la fin de ce transparent, et je pense que ça conclura ma présentation. Donc ça veut dire que j'aurai pas le temps de parler de Jaco, dont on vient de faire démissionner le comité de rédaction, donc je le mentionne maintenant quand même. Donc le premier principe, c'est que le titre du journal soit contrôlé et possédé par la communauté, donc par la communauté scientifique, donc pas par une maison d'édition. Ça ne me gêne pas quand c'est une société savante, mais il faut qu'il y ait une forme de possession qui soit à travers un événement intermédiaire, mais par la communauté. Ça ne doit pas être une société ni familiale, ni cotée en bourse qui possède le titre. Le droit sur les articles ne doit pas être transféré. L'auteur doit garder un maximum de propriété intellectuelle. Évidemment, il y a une licence. Il faut donner le droit à la maison d'édition de publier, au journal de publier, mais une licence non exclusive est largement suffisante. Il n'y a aucune raison de transférer les droits. Les articles doivent être publiés en accès ouvert. Donc après, il faut préciser, mais il ne doit y avoir aucun frais aux auteurs, ni à leurs institutions, bien sûr. En particulier, ça exclut aussi le système qui existe un petit peu dans certains journaux d'économie, où il faut être membre de la société savante pour publier. Il faut payer $150 chaque année pour être membre, et il faut que tous les auteurs soient membres. Donc ça, pour nous, c'est exclu dans le Fair Open Access.
Et les paiements de... Alors, évidemment, ça exclut aussi les bouquets d'APC. Pourquoi? Parce que dans un bouquet d'APC, une institution ou un pays paye seulement pour ses propres auteurs. Et il faut que tous les auteurs puissent payer. Donc si un pays ou une institution paye pour qu'un journal fonctionne, mais que le journal accepte les soumissions de tout le monde, alors oui, ça rentre dans le cadre. Par contre, si on paye seulement pour ses propres auteurs, non, ça ne rentre pas dans le cadre. Et les paiements doivent être modérés. Donc, comme je dis, il peut y avoir un service de publication. C'est très bien d'avoir des éditeurs professionnels, des maisons d'édition qui savent ce que c'est que de mettre en ligne, de faire du XHTML, de faire du XML, de faire tout ce qu'on veut. Très bien. Mais on peut les payer, mais c'est pas, ça va être une institution qui va subventionner. Par exemple, ça va être un modèle compatible avec l'accès ouvert, sans frais de publication, et on demande qu'il soit modéré, transparent et proportionné aux services fournis. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de responsabilité de la maison d'édition pour justifier ses coûts. Et pourquoi ça peut être une conséquence des autres, ça peut être une conséquence tout simplement du premier point, hein. C'est qu'à partir du moment où le titre est contrôlé, c'est quand même beaucoup plus facile de changer de fournisseur de service. À partir du moment où on peut changer de fournisseur de service, les fournisseurs de services sont quand même en compétition les uns avec les autres, et ils n'ont plus un monopole sur un journal donné ou sur un article donné. Donc ce point-là me paraît important, mais à mon avis, il est subordonné aux autres. Il est plus facile à réaliser une fois que les autres sont acquis. Et voilà, la chose sur laquelle je vais finir, c'est cette dernière phrase. Donc, je ne suis pas un grand fan du mot Fair Open Access, parce que, bien sûr, ça a été forgé d'après Fair Trade, mais pour moi, le côté commerce équitable, il y a un peu un côté presque charité, ou presque quand même pour être des gentils, quoi. Et pour moi, ce n'est pas avant tout pour être gentil, c'est pour être efficace. À mon avis, ces principes, ils sont importants pour qu'on perde moins de temps dans plein de trucs, pour qu'on arrête de perdre du temps à trouver des articles. On sait quel article on veut lire, mais on passe 10 minutes à mettre la main dessus. Alors 10 minutes, ça peut paraître ridicule, mais quand je cite 30 articles, quand j'en écris un, j'en ai ouvert une centaine au moins avant de les refermer tous au bout de 15 secondes en me disant « Ah non, en fait, c'est pas ce que je cherchais ». Donc si, pour ouvrir un article 15 secondes avant de réaliser que c'est pas ce que je cherche, j'ai besoin de 10 minutes pour le trouver, en fait, c'est pas raisonnable. Donc vraiment pour moi, avant tout, ces principes sont là pour une question d'efficacité et je veux pas que le nom Fair Open Access cache ça, quoi. C'est pas un principe moral où si on était courageux, on le fait. À mon avis, on a gagné individuellement à suivre ces principes-là. Et donc voilà, c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Merci. Et le message, l'efficacité, c'est génial. Et alors, au niveau, parce qu'il faut trouver maintenant un mot-clé qui marche dans toutes les langues, Intelligent Open Access, au sens intelligent, c'est l'adaptation pour trouver les meilleures solutions possibles. Et ça a à voir avec être efficace. Voilà. Donc je propose ça juste à titre de marketing, parce que dans cette histoire-là, vu qu'on est face aux publishers qui sont très forts en marketing, il faut quand même on soit un petit peu productif. Et alors, maintenant, une remarque extrêmement générale, j'aime beaucoup tout ce que tu dis, à 100%, naturellement. Il faut se rendre compte aussi qu'en France, on est tellement bien placé pour faire ça. Il y a énormément de pays qui n'en sont pas capables. Pourquoi? Pas capables de se lancer là-dessus aujourd'hui. D'abord parce qu'ils ont eux-mêmes des publishers scientifiques beaucoup trop forts, qui fait que leur gouvernement, le lobbying, il écrase tout. Ensuite, la France est un des rares pays où on est complètement uniforme, c'est-à-dire que toutes nos universités sont publiques, tous nos instituts de recherche sont publics. On a vraiment une force. Et les lois permettent à notre État d'être lui-même industriel, c'est-à-dire de se mettre en compétition avec l'industrie. La raison principale, parce que j'ai beaucoup discuté avec les Anglais quand ils ont sorti le Gold, le rapport Finch et tout ça, j'ai dit « mais vous êtes fous, vous avez tout, il ne faut pas faire ça ». Et ils me disent « mais on ne peut pas faire autre chose », parce que dans le système anglais, l'État n'a pas le droit d'être en concurrence avec ses propres entreprises. Ce qu'on peut aussi comprendre, les entreprises payent des impôts comme les contribuables, et pourquoi aller ensuite prendre de l'argent public pour se mettre en concurrence avec les entreprises. Voilà, donc on a des incompatibilités, c'est-à-dire que le choix des modèles ont quand même beaucoup à voir avec la culture aussi. Mais cette obstruction que tu soulignes, je tiens à souligner qu'elle n'est plus une obstruction si on a ramené les maisons d'édition à des fournisseurs de services. On a des maisons d'édition privées qui fournissent un service, l'État ne se met pas en concurrence, ne fabrique pas de maison d'édition publique qui est en concurrence, mais
la communauté scientifique, comme T'as possède quand même les absolument titres, raison. ça marcherait très bien. C'est pour ça que ton Donc, faut pas discours que ce soit une ici excuse non plus. est parfait, parce qu'il est même compatible avec ça. T'as absolument raison. Mais la France, on peut aller un cran Oh oui, plus loin. tout à C'est-à-dire fait. que nous, on peut avoir les plateformes de publication financées directement par l'État. Parce que, de toute façon, si on parle au contribuable français, il faut quand même lui raconter que toute la production de la recherche en France, en gros, est financée par de l'argent public et que la diffusion des résultats est privatisée par au profit de boîtes internationales qui nous pompent cet argent public. Mais en soi, ça n'est choquant que pour deux raisons. D'abord, parce que parce que les recherches sont cachées. C'est-à-dire le modèle par abonnement, il a cet inconvénient que les gens n'ont pas accès. Ça, c'est un des premiers problèmes que ça pose. Et le deuxième problème que ça pose, c'est les marges énormes et les frais énormes qu'ils réussissent à capter. S'il n'y avait pas ces deux problèmes-là, moi, je m'en fous que les maisons d'édition soient privées, en vrai. Tant qu'elles ont leur rôle légitime et pas plus. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Simplement, aujourd'hui, on a un Et état qu'elles font de du bon fait. boulot quand même, parce que là, il faut dire que je dois rajouter que Springer et Elsevier font quand même un boulot d'une qualité absolument désespérante. Mais en étant stratégique, le monde étant tel qu'il est, la France, on est bien placé pour faire ce test que beaucoup d'autres pays ne peuvent pas faire, malheureusement. J'avais aussi une question. Sur le quatrième point, tu as dit sans aucun frais aux auteurs. Tu peux redétailler, c'est-à-dire tu n'aurais pas de APC ni d'abonnement? Donc, alors, évidemment, les abonnements, c'est exclu, enfin, c'est pas exclu. On peut vendre des abonnements, mais il faut que les articles soient lisibles, y compris par les gens qui ne s'abonnent pas. Donc, bon courage. Non, mais c'est dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, il y a peu de chances que ça fonctionne, mais ce n'est pas interdit par le modèle. Non, mais un exemple qui est moins idiot, c'est que tu peux très bien avoir un journal qui est en open access électronique et où tu vends des versions papier. C'est ce que fait Algebraic Geometry. Et je pense qu'ils en vendent des versions papier. Et je pense que dans plein de cas, si tu fais du bon boulot, tu peux même subventionner ton accès électronique par des accès papier. C'est pas forcément suffisant. En pratique, Algebraic Geometry, ils se financent surtout parce qu'ils vendent Compositio qui n'est pas un open access et sur lequel ils ont suffisamment de marge pour le faire. Mais disons, si les bibliothèques avaient plus de marge, parce qu'on se désabonne des gros éditeurs commerciaux, par exemple, à mon avis, c'est un modèle qui ne serait pas complètement exclu. D'avoir aussi une version papier en bibliothèque, en plus d'un accès ouvert électronique. Mais dans le sans aucun frais, oui, il n'y a ni frais de publication, c'est ni aux auteurs, ni aux institutions des auteurs. On ne demande rien, la question de l'argent ne doit pas traverser le cerveau des auteurs. Et c'est pas d'inscription, il ne faut pas s'abonner à une société savante, voilà. Mais parce que, alors je me permets de faire un peu l'avocat du diable, si tu reviens à la diapo précédente, voilà, tu avais quand même une petite flèche verte qui allait des universités aux organismes non lucratifs. Oui, il peut y avoir de l'argent qui circule, mais c'est pas au moment de la publication que la personne qui publie va s'en préoccuper. Moi, je suis auteur, je suis Alors, ce qui est important aussi, c'est que si je suis un auteur n'importe où ailleurs dans le monde, je dois pouvoir publier dans le journal. Je dois soumettre au journal normalement, publier, on ne pose pas de question de l'argent. Hein, par exemple, je vais prendre un exemple, les Annales de l'Institut Fourier, n'importe qui dans le monde, même si son institution ne paye rien, mais n'importe qui peut publier dedans. Et pourtant, il y a bien ce système-là, puisque il y a le CNRS, il y a ISTEX, etc., qui financent de façon directe ou indirecte des gens qui, en plus, font aussi ce boulot-là. Hein. Donc Mersenne, centre de Mersenne, pour le coup, a aussi cette partie rouge qui est bleue, hein, et c'est très bien aussi. C'est pas indispensable dans ce système-là, mais c'est aussi possible. Ça n'empêche pas la circulation de l'argent et ça n'empêche pas le point qui est important, c'est que ça n'empêche pas de faire les choses de façon professionnelle. Une question justement sur la planche qui est là, garantit la qualité. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a perdu depuis le passage au bouquet, donc ça fait déjà 15 ans, depuis qu'on ne s'abonne plus titre à titre essentiellement, il y a des bouquets, c'est la sélection naturelle des revues, donc qui a eu pour effet une prolifération des revues, donc certaines restent intéressantes mais d'autres ne sont pas intéressantes, mais viennent juste engraisser le bouquet et justifier le prix. Et donc avec l'open access, on ne retrouve absolument pas non plus l'open access en particulier commercial, on ne retrouve pas ce mécanisme de sélection. On a l'impression, est-ce que c'est possible à ton avis, que dans ce modèle, l'organisme pourrait être, alors je ne veux pas inventer une HERS des journaux parce que il y a déjà trop d'agences qui évaluent, mais un système qui sanctionne les revues, ce que tu as dit d'ailleurs à un moment, les revues qui
qui ne tiennent pas la route. Tout à fait. Alors, je vais donner un exemple concret qui existe et qui fonctionne à l'heure actuelle. L'exemple de OLH, je voulais en parler, mais j'ai pas eu le temps. Donc, Open Library of Humanities. Donc, c'est un exemple d'organisme à but non lucratif. Il publie notamment Glossa, entre autres, dont le comité de rédaction était avant le comité de rédaction de Lingua. Donc, c'est une des transitions d'émancipation qui a servi de modèle pour ce qu'on a fait en maths. Et donc, ce qui se passe, c'est que OLH discute avec des bibliothèques en leur demandant de payer chaque année un petit montant. Et puis, parfois, ils veulent élargir leur portefeuille. Donc d'abord, ils savent que si leurs journaux deviennent pas intéressants, les bibliothèques vont plus avoir envie de les payer. Donc, ils ont quand même une pression de ce point de vue-là. Par ailleurs, de temps en temps, ils veulent publier d'autres journaux en plus. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont besoin de financer ces journaux, donc ils ont besoin d'augmenter la part des bibliothèques. Et donc, il y a une consultation. Ils disent, bah voilà, on vous propose de publier en plus en open access tel et tel et tel et tel journal. Ça vous coûtera chacun tant. Et maintenant, vous votez. Si vous n'êtes pas d'accord, ben on ne les publie pas. Si vous êtes d'accord, on les publie. Et même ceux qui ont voté contre, s'il y a un accord majoritaire, ben ils vont dire, bon gré mal gré, ok, on va payer les quelques centaines de dollars par an de plus que ça nous coûte. Les montants sont vraiment pas élevés, donc à l'échelle d'une bibliothèque, mais ça leur donne un contrôle. Et c'est une relation de confiance. L'organisme est comptable puisqu'il reçoit de l'argent. Et l'institution finance, obtient un résultat parce qu'il y a des journaux en accès ouvert, mais a aussi du coup une forme de contrôle par le fait qu'elle finance. Donc c'est une interaction entre les deux qui fait fonctionner ça. On ne peut pas laisser dériver les journaux, sinon c'est sûr que les bibliothèques vont nous dire stop là, c'est bon, personne ne les lit, vos trucs, on n'en veut plus, quoi. Donc ce système permet tout à fait de maintenir un écosystème où la qualité est prise en compte. Oui, par rapport à cette question-là, je suis tout à fait d'accord avec le modèle que tu proposes pour les journaux, mais il me semble que le problème de la qualité des revues vient principalement de la façon dont les chercheurs sont recrutés et promus. Ça, c'est bon. Je pense aussi qu'il y a beaucoup trop de publications d'une manière générale, qu'il faudrait publier mieux en niveau vocalité, au niveau temps et en moins grande quantité. Mais ça, c'est un débat pas seulement intéressant. du ressort des. À mon avis, c'est plus compliqué que ça. Et je pense qu'on pourrait imaginer un système où on a deux niveaux de publication, où en gros la publication, on dit voilà comment j'ai avancé les 6 derniers mois, et le niveau de publication où c'est un truc sérieux, quoi. Ça s'appelle un rapport de recherche. Quand on dit. Mais oui, mais c'est une question de communauté. On n'est pas une communauté qui fonctionne comme ça, donc on n'a pas de statut rapport de recherche. Peut-être qu'on devrait l'avoir. Mais c'est compliqué de bouger une communauté. Donc c'est une question intéressante. J'ai pas d'idée pour comment. Bon, ceci dit, la question de savoir si on publie trop est une question un peu controversée. Je pense que c'est une discussion intéressante.